Le vent d'automne cisaillait les rues étroites de Saint-Rémy-de-Provence, emportant avec lui l'odeur des feuilles mortes et quelque chose d'autre, quelque chose qui allait tout bouleverser. Moi, Émilien Moreau, je me tenais à la fenêtre de la petite auberge familiale que je gérais, regardant une silhouette se détacher dans la poussière soulevée par le vent du midi. Il avait 28 ans, large d'épaules, un béret tiré bas sur les yeux. Je l'aurais reconnu entre mille. C'était Julien Dubois, ce gamin qui, quand j'étais plus jeune, s'endormait souvent sur le tapis de la cuisine quand son père rentrait trop bourré. Ce garçon qui partageait nos repas, comme un membre de la famille, celui qui avait disparu 7 ans plus tôt pour suivre les troupeaux de taureaux en Camargue avec mon fils Thomas. Mais ce n'était plus un gamin qui marchait vers ma porte ce soir-là. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je lissais nerveusement ma chemise en lin, soudainement conscient de mes 39 ans bien tassés. À travers la vitre, je le vis s'arrêter devant la grille, la main tremblante sur le loquet. Quelque chose n'allait pas, terriblement pas. Quelle nouvelle apportait-il? Et pourquoi mon corps réagissait-il à sa présence comme si j'avais encore 20 ans? Les bottes de Julien résonnèrent sur le perron comme un tonnerre lointain. 3 coups secs. Mon reflet me renvoya l'image d'un homme marqué par la vie et des mèches grisonnantes dans mes cheveux noirs, des rides fines autour des yeux noisettes qui avaient trop vu de chagrin. Pourtant, mon corps, lui, n'avait rien perdu de sa vigueur. Julien. Sa voix avait changé, s'était faite plus grave, comme un vieux vin corsé. Je me fendis la porte. Le temps sembla suspendu. L'adolescent maladroit avait disparu, laissant place à un homme sculpté dans le cuir et l'acier. Sa mâchoire couverte d'une barbe naissante, ses yeux bleus profonds chargés de secrets qui me firent frissonner. Sa chemise moulait un torse forgé par des années de travail dur sous le soleil du midi. « Émilien » murmura-t-il, presque à voix basse. « T'es tellement différent. » Son regard parcourut mon corps lentement, avec une fin contenue, avant qu'il ne se ressaisisse. « Madame Moreau, il faut que je te parle de Thomas. » Le monde vacilla. Je reculai, prise de vertige. « Entre, s'il te plaît. » L'auberge était vide, le tourisme avait déserté depuis longtemps, et les rares clients s'étaient envolés avec l'été. Nous étions seuls, le silence tendu entre nous comme un fil métallique prêt à se rompre. Je le conduisis vers la cuisine, là où il avait mangé tant de fois enfant, où mon fils avait grandi. Du café, ma voix tremblait. Il secoua la tête. « Émilien, Il n'y a pas de bonne façon de le dire. » Je m'agrippai au dossier d'une chaise, les jointures blanches. « Il est blessé ? » ?»« Il est mort. » Le choc me frappa comme un coup de poing au ventre. Je suffoquai, me courbant, comme si quelqu'un m'avait frappé. Julien était à mes côtés en un instant, ses mains solides sur mes épaules pour me soutenir. Des voleurs de bétail dans le Gard, ils se sont battus. Thomas a voulu être le héros. Sa voix se brisa. Je suis désolé, Émilien. Je suis vraiment désolé. Je m'effondrai contre lui, et il me serra contre son torse, son odeur de cuir, de romarin et ce parfum d'homme qui me troubla plus que je ne voulais l'admettre. J'aurais dû l'arrêter, murmura-t-il dans mes cheveux. J'aurais dû le protéger. Je me reculai pour le regarder, les larmes coulant sur mes joues. Ce n'est pas ta faute. Nos visages étaient à quelques centimètres, je pouvais lire la douleur dans ses yeux, voir son regard glisser vers mes lèvres avant qu'il ne se détourne. J'ai apporté ses affaires, dit-il d'une voix rauque en reculant. Il sortit un sac de sel usé, ses gestes précis m'étendus. Pendant 3 jours, je restai cloîtré dans la chambre de Thomas, assis sur son lit étroit, entouré de ses jouets en bois, d'une fronde qu'il avait sculptée lui-même, de livres aux pages cornées. La pièce sentait encore son parfum, un mélange de savon, de cuir et d'un je ne sais quoi unique à lui. Julien errait dans la maison comme un fantôme, m'apportant du thé que je ne buvais pas, des repas que je n'avais pas la force d'avaler. Il ne tentait pas de me consoler avec des paroles creuses, il était simplement là, solide, présent, quand la vague de douleur menaçait de m'engloutir. Un soir, il fit du café dans la vieille tasse préférée de Thomas sans y penser. Puis, réalisant ce qu'il avait fait, il voulut jeter le contenu. « Ne le fais pas », soufflai-je, prenant la tasse à 2 mains, humant l'arôme riche. Pour la première fois en 3 jours, je ressentis quelque chose d'autre que la perte dévastatrice, un frémissement d'espoir. Julien s'assit à côté de moi à la table où nous avions partagé tant de repas, nous restâmes silencieux, unis dans le deuil, le café chaud entre nos mains. Quand je posai ma tête sur son épaule, épuisé par la tristesse, une sensation inattendue me traversa, je me sentais vivante.
Mais était-ce un péché de chercher du réconfort dans les bras de l'homme qui avait survécu quand mon fils était mort? Cette nuit-là, je ne parvins pas à fermer l'œil. La maison était silencieuse, mais je sentais Julien bouger en bas, marcher sur le vieux parquet grinçant. Il avait insisté pour dormir dans la cuisine, sur le sol, comme au bon vieux temps. Mais rien n'était comme avant. Chaque pas résonnait dans mon cœur comme un rappel cruel. Vers minuit, un bruit à la porte arrière me fit sursauter. Sans réfléchir, je me levai et me glissai jusqu'à la fenêtre. Là, dans le jardin baigné par la lune, Julien était là, torse nu, ses muscles dessinés sous la lumière froide. Il maniait une hache imaginaire avec une grâce mortelle, la sueur perlait sur sa peau malgré l'air frais. C'était un guerrier, un homme dans toute sa puissance, pas le garçon que j'avais connu. Je posai ma main sur la vitre, mon reflet se superposant au sien. À 40 ans, je savais que je restais belle, malgré les années. Ma robe de nuit en coton fin dessinait les courbes que la vie ne m'avait pas volées, la poitrine pleine, la taille encore marquée, les jambes longues et fines. Veuve depuis 8 ans, la solitude pesait comme une pierre au fond de mes entrailles. Julien leva les yeux et nos regards se croisèrent à travers la vitre. Je vis la faim dans ses prunelles azurées, ce désir brut qui faisait vibrer mes nerfs. Il posa la hache au sol et s'avança vers la maison avec une détermination féline. J'aurais dû m'éloigner, retourner me coucher. Mais je restai là, figé. La porte de la cuisine s'ouvrit doucement, des pas légers montèrent l'escalier. Puis un léger coup à ma porte. « Émilien ?» Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. « Entre. » Il entra lentement, torse encore scintillant de sueur, portant seulement un pantalon sombre qui épousait ses jambes puissantes. La lumière de la lune filtrait à travers les volets et caressait sa peau, soulignant chaque muscle tendu, chaque cicatrice invisible. « Je n'arrive pas à dormir, dit-il simplement. Moi non plus. Nous nous regardâmes, le silence chargé de tensions et de promesses dangereuses. C'est de la folie, murmurai-je. Oui, admit-il en avançant d'un pas, mais peu importe. Il était si près que je dus pencher la tête en arrière pour croiser son regard. Sa main se leva lentement, caressa ma joue, son pouce dessinant la ligne de mon os. Je sentis un frisson parcourir mon corps, les battements de mon cœur s'accéléraient. Je rêve de toi, souffla-t-il contre mon oreille, sa voix rauque comme un secret. Chaque nuit sur les chemins, je rêve de ton rire, de ton sourire, de la façon dont tu chantonnais en cuisinant. Et de la manière dont ta robe épousait tes formes. Je sentis mes joues s'embraser, ma respiration se troubler. Il ajouta à voix basse, presque un gémissement, « Bordel, Émilien, je vais en enfer pour penser à toi comme ça. » Son front se posa contre le mien. « Dis-moi de partir, dis-moi de remonter à cheval et de ne jamais revenir. » J'ouvris la bouche, prête à prononcer ces mots sages. Mais ils ne sortirent pas. Parce que je savais que, moi aussi, je l'avais remarqué. Sa carrure plus large, sa voix grave, le regard qui suivait chacun de mes gestes comme un chasseur traquant sa proie. Je me répétais que c'était mal, qu'il était comme un fils pour moi. Mais debout là, son souffle chaud sur ma peau, ses mains fortes sur mon visage, je savais que la vérité était tout autre. On allait franchir une ligne. Et une fois fait, y aurait-il un retour possible? Dans le silence chargé d'électricité, je me laissai tomber dans ses bras. Notre souffle s'entremêlait, nos cœurs battaient à l'unisson. Et pour la première fois depuis des années, je me sentis désirable, vivante, et terriblement vivante. Les heures s'égrenaient lentement, mais mon esprit ne trouvait aucun repos. Allongé dans mon lit, j'entendais Julien bouger en bas, ses pas résonnant comme un tambour sourd dans la maison endormie. Il avait insisté pour dormir sur le carrelage de la cuisine, comme autrefois, mais rien n'était plus pareil entre nous. Soudain, un bruit léger attira mon attention, la porte arrière s'ouvrit doucement. Sans réfléchir, je me levai et me glissai jusqu'à la fenêtre. Là, dans le jardin baigné par la lumière argentée de la lune, Julien était torse nu, les muscles tendus sous la froide brise nocturne. Il maniait une vieille hache qu'il avait trouvée, la faisant tournoyer avec une précision presque hypnotique. La sueur perlait sur son torse bronzé malgré la fraîcheur, et ses cheveux noirs collaient à son front. Je posai ma main sur la vitre et, presque malgré moi, mon reflet se superposa au sien. À 39 ans, je savais que je restais séduisante, malgré les années qui s'étaient écoulées. Ma chemise de nuit en coton blanc, légèrement transparente, laissait deviner la courbe de mes seins pleins, la taille fine qui n'avait pas encore cédé aux ans, et mes longues jambes élancées. Veuve depuis 8 ans,
la solitude me rongeait chaque jour un peu plus, et ce soir, je sentais cette solitude se briser d'une façon que je n'avais jamais imaginée. Julien leva les yeux vers la fenêtre, et nos regards se croisèrent. Je crus voir un éclat sauvage, une faim presque animale dans ses pupilles azurées. Il déposa la hache à terre et s'avança vers la maison avec une démarche souple et assurée, presque prédatrice. J'aurais dû me détourner, retourner me coucher. Mais au lieu de cela, je restai là, figé, captivé par sa présence. La porte de la cuisine s'ouvrit doucement, puis des pas remontèrent l'escalier, résonnant dans le silence. Un petit coup retentit à ma porte. « Émilien ?» Mon cœur manqua un battement. « Entre » dis-je d'une voix tremblante. Il entra lentement, toujours torse nu, vêtu seulement d'un pantalon noir qui moulait ses jambes puissantes. La lumière de la lune filtrait à travers les volets, caressant chaque muscle tendu, chaque cicatrice invisible. Il avait ce charme rugueux de l'homme qui a vécu, travaillé dur sous le soleil du midi, et qui porte en lui les secrets d'un passé tumultueux. « Je n'arrive pas à dormir » murmura-t-il. « Moi non plus » répondis-je, incapable de détourner mon regard. Nous nous observâmes, le silence entre nous chargé d'une tension électrique, dangereuse et enivrante. « C'est de la folie » soufflai-je. « Oui » admit-il, faisant un pas vers moi. Mais peu importe. Il était si proche que je dus pencher la tête en arrière pour croiser son regard intense. Sa main se leva lentement, effleura ma joue, son pouce traçant la ligne délicate de mon os. Un frisson parcourut mon corps, mon souffle s'accéléra. « Je rêve de toi » murmura-t-il contre mon oreille, sa voix rauque emplie de désir. Chaque nuit, sur les routes, je rêve de ton rire, de ton sourire, de la façon dont tu chantonnais en cuisinant, et de la manière dont ta robe épousait tes formes. Je sentis mes joues s'embraser, ma respiration se troubler. Il ajouta à voix basse, presque un gémissement, « Bordel, Émilien, je vais en enfer pour penser à toi comme ça. » Son front se posa contre le mien. « Dis-moi de partir, dis-moi de remonter à cheval et de ne jamais revenir. » J'ouvris la bouche, prête à prononcer ces mots sages. Mais ils ne sortirent pas. Parce que je savais que, moi aussi, je l'avais remarqué. Sa carrure plus large, sa voix grave, le regard qui suivait chacun de mes gestes comme un chasseur traquant sa proie. Je me répétais que c'était mal, qu'il était comme un fils pour moi. Mais debout là, son souffle chaud sur ma peau, ses mains fortes sur mon visage, je savais que la vérité était tout autre. On allait franchir une ligne. Et une fois fait, y aurait-il un retour possible? Dans le silence chargé d'électricité, je me laissais tomber dans ses bras. Notre souffle s'entremêlait, nos cœurs battaient à l'unisson. Et pour la première fois depuis des années, je me sentis désirable, vivante, et terriblement vivante. Dès l'aube, la lumière pâle filtrant à travers les volets dévoilait un tableau inhabituel dans la cuisine de l'auberge. Julien était assis sur une chaise branlante, une tasse de café fumant entre les mains, tandis que je préparais un petit déjeuner simple, mais chaleureux. La vapeur s'élevait autour de nous, mêlant l'odeur du café à celle de la croûte dorée du pain frais. Je portais une robe légère en coton bleu lavande, dont le décolleté modeste laissait deviner la courbe discrète de mes épaules. Mes pieds étaient chaussés de ballerines souples en cuir marron, et un fin collier en argent ornait mon cou, scintillant doucement sous les rayons du matin. Julien, lui, semblait plus détendu que la veille, ses yeux bleus pétillant derrière une barbe naissante soignée. Pourtant, une tension invisible flottait dans l'air, comme un fil prêt à se tendre jusqu'à la rupture. « Tu sais, Émilien, dit-il en brisant le silence, j'ai toujours admiré ta force. Même dans les pires moments. » Je souris tristement, déposant une assiette de tartines beurrées devant lui. « Il le fallait bien, Julien. La vie ne nous fait pas de cadeaux, surtout ici. » Il hocha la tête, son regard s'attardant sur moi avec une intensité troublante. « Tu as changé, murmura-t-il. Pas seulement physiquement. Il y a une lumière en toi qui n'a rien à voir avec le passé. » Je rougis légèrement, consciente de la façon dont il détaillait la courbe de mes hanches sous la robe, ou la délicatesse de mes mains lorsqu'elles touchaient la tasse. Ce regard chargé de désir me faisait frissonner. « Tu sais, lança-t-il avec un sourire malicieux, que parfois je me demande comment tu fais pour rester aussi élégante, même quand tu râles contre la boulangerie du village. » Je ris doucement, sentant la tension se dissiper un peu. Ils ont peut-être arrêté de faire du bon pain, mais ils n'ont pas encore réussi à me faire perdre ma classe. Julien se pencha vers moi, un éclat taquin dans les yeux. « C'est vrai, tu es la seule femme capable de râler tout en étant parfaitement chic. »
Une vraie chef d'orchestre du désordre avec style. Je secouai la tête, amusé par son audace. Et toi, tu as toujours ce talent pour arriver au pire moment, mais avec un charme impossible à ignorer. Il sourit, ses mains se posant sur la table, effleurant les miennes. L'électricité passa entre nous, une danse délicate entre désir et raison. Je suis resté trop longtemps loin, avoua-t-il. Trop longtemps à courir après des rêves qui ne sont plus les miens. Ici, avec toi, je me sens enfin à ma place. Je baissai les yeux, sentant mon cœur se serrer. La douleur de la perte de Thomas était encore vive, mais Julien était là, présent, comme un baume inattendu. « Tu crois qu'on peut vraiment recommencer » demanda-t-il soudain, sa voix tremblante d'espoir. Je levai la tête, croisant son regard sincère. « Peut-être. Mais à une condition, qu'on affronte ensemble ce que les autres pensent de nous. » Il hocha la tête, déterminé. « Alors, on est d'accord. Ensemble, quoi qu'il arrive. » Un silence complice s'installa, ponctué seulement par le chant lointain des cigales. Mais au fond de moi, une inquiétude grandissait, jusqu'où étions-nous prêts à aller? Et surtout, qui allait oser briser ce fragile équilibre? Soudain, un bruit sec retentit à la porte. Un coup frappé, rapide, insistant. Julien se redressa, son regard durcissant. « Qui ça peut bien être à cette heure ?» murmura-t-il. Je me levai, le cœur battant, pour aller ouvrir. Dehors, la silhouette d'un homme connu se dessinait dans l'aube naissante. Un homme dont la présence allait tout changer. La porte s'ouvrit en grinçant, dévoilant Monsieur Giraud, le maire du village, accompagné de deux autres hommes au regard sévère. Son costume légèrement froissé trahissait une nuit agitée, et sa moustache grise frémissait sous la tension palpable qui flottait dans l'air. À ses côtés, Madame Lefebvre, la bourgeoise du village, resplendissait dans une robe stricte couleur crème, ornée de dentelles discrètes, ses gants blancs impeccables serrant fermement son sac à main. Le troisième homme, le curé du bois, affichait un air grave, ses yeux perçants dissimulés derrière des lunettes rondes. « Madame Moreau », commença le maire d'une voix autoritaire, « nous devons parler. » Je sentis mon cœur se serrer. Julien se leva, son regard défiant croisant celui des visiteurs. « Monsieur Giraud, que venez-vous faire si tôt ici ?» demandai-je, tentant de masquer mon inquiétude. Le curé s'avança, les mains jointes devant lui. « Il s'agit de la réputation de notre village, Émilien. Nous avons entendu des rumeurs et des choses qui pourraient ternir l'honneur de Saint-Rémy. » Madame Lefebvre hocha la tête, un sourire pincé aux lèvres. Une femme seule, veuve, qui reçoit un jeune homme à répétition. Vous comprenez que cela ne passe pas inaperçu. Je sentis la colère monter en moi, mêlée à une peur sourde. Julien posa une main ferme sur mon épaule, comme pour me rassurer. Il n'y a rien d'inapproprié dans notre relation, monsieur le maire. Julien est un ami de la famille, un homme droit et honorable. Le maire fronça les sourcils, mais Madame Lefebvre ne se laissa pas démonter. Une amie de la famille qui partage votre lit, Madame Moreau, ça change tout. Et cela ne sera pas toléré ici. Je sentis mes joues brûler, mais je ne pouvais pas laisser ces accusations infondées détruire ce que je commençais à reconstruire. Je vous rappelle que cette maison est la mienne, et que je décide qui j'y accueille, répliquai-je fermement. Julien s'avança, son regard bleu acier lançant des éclairs. Et je suis l'invité d'Émilien. Si vous avez un problème avec ça, vous pouvez venir me le dire en face, comme des hommes. Un silence lourd s'installa. Le maire détourna le regard, tandis que le curé semblait peser chaque mot. Nous ne voulons que préserver la paix, dit-il doucement. Mais vous devez comprendre que la société a ses règles. Je serrai les poings, sentant ma détermination grandir. La paix ne se construit pas sur la peur et le jugement. Nous vivons dans un monde qui change, et il est temps que Saint-Rémy change avec lui. Madame Lefebvre poussa un soupir exaspéré. Vous jouez avec le feu, Madame Moreau. Ne venez pas pleurer quand les flammes vous brûleront. Les deux hommes s'échangèrent un regard, puis le maire prit la parole. Nous reviendrons demain avec plus de monde si nécessaire. Réfléchissez bien à ce que vous faites. Ils tournèrent les talons, leurs pas résonnant sur le vieux chemin de pierre. Je fermai la porte lentement, le cœur battant, tandis que Julien me serrait contre lui. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire, murmura-t-il. Je posai une main sur sa joue, sentant la chaleur de sa peau contre la mienne. Non, mais nous, on le sait. Et dans le silence de la maison, une question brûlait,
jusqu'où serions-nous prêts à aller pour défendre cet amour naissant, au risque de perdre tout ce qui nous restait? Les jours suivants furent un mélange amer de regards furtifs, de chuchotements dans les ruelles pavées et de portes qui se fermaient devant moi. L'auberge, jadis animée par le doux brouhaha des voyageurs, semblait maintenant plongée dans un silence pesant. Les clients s'étaient éclipsés un à un, emportant avec eux le peu de vie qui restait à la maison. Je portais souvent une robe en lin couleur lavande, simple mais élégante, qui soulignait la finesse de ma taille et la courbe de mes hanches. Mes cheveux, relevés en un chignon flou, laissaient s'échapper quelques mèches qui encadraient mon visage marqué par la fatigue et la douleur. Julien, fidèle à lui-même, arrivait chaque soir, ses bottes poussiéreuses battant le sol avec une détermination farouche. Un soir, alors que je rangeais la cuisine d'un geste mécanique, il entra, le visage fermé, les poings serrés. « Ils sont allés trop loin », dit-il en déposant un sac sur la table. « J'ai entendu ce qui se dit au marché. Ils racontent que je suis ici pour profiter de toi, que tu es une femme perdue. » Je levai les yeux vers lui, une pointe d'amertume dans la voix. « Oui, le village a ses langues de vipère. Mais ce n'est pas la première fois que je suis jugé, Julien. » Il s'approcha, passant doucement une main dans mes cheveux. « Tu n'es pas seul, Émilien. Je ne te laisserai pas tomber. » Je souris faiblement, sentant une chaleur familière m'envahir. « Tu sais, murmurai-je, en m'appuyant contre lui, que la dernière fois que Thomas m'a défié, c'était pour voler la tarte aux pommes de Madame Girard? Tu te souviens ?» Julien rit, ce son rauque et chaleureux qui me fit oublier un instant les soucis. « Oui, et tu l'as fait retourner s'excuser, furieuse comme pas possible. Tu étais une vraie lionne. » Je le regardai, mes yeux brillants d'une lueur espiègle. « Je suis toujours une lionne, ne l'oublie pas. » Il m'attrapa par la taille, son souffle chaud caressant mon cou. « Je le sais bien. » Cette nuit-là, la maison sembla s'animer d'une nouvelle vie. Nos mains se cherchaient, nos lèvres s'effleuraient avec une impatience contenue. Je portais une chemise de nuit légère, ses bretelles tombant légèrement sur mes épaules nues, dévoilant un décolleté délicat, tandis que Julien, torse nu, laissait entrevoir des muscles tendus par le désir. Mais alors que nos corps s'unissaient dans une danse aussi ancienne que le monde, un bruit sourd nous fit sursauter. Des sabots de cheval, rapides et pressés, résonnaient dans la cour. Quelqu'un arrivait. Et pas n'importe qui. Julien se redressa, le visage durci par l'alerte. Je sentis mon cœur se serrer tandis qu'il attrapait sa chemise et s'habillait à la hâte. « C'est la gendarmerie », murmura-t-il, la voix basse mais ferme. Je ne pus retenir un frisson. « Qu'est-ce qu'ils veulent ici ?» demandai-je, la peur mêlée à la colère. Julien passa un bras protecteur autour de moi. « Je ne sais pas, mais nous allons le découvrir. » À travers la fenêtre, j'aperçus les ombres des hommes en uniforme, leurs chevaux piaffant sous la lumière blafarde. La tempête n'était pas prête de s'éteindre. Et dans mon cœur, une question brûlait, jusqu'où serions-nous prêts à aller pour protéger ce que nous avions trouvé, au risque de tout perdre? La porte de l'auberge s'ouvrit brutalement, laissant entrer un souffle froid chargé de poussière et d'autorité. Le chef de la gendarmerie, un homme aux traits durs nommé lieutenant Bouchard, entra le premier, suivi de 2 hommes en uniforme. Son regard balayait la pièce avec une intensité glaciale, comme un fauve en chasse. Julien se redressa immédiatement, son corps tendu comme un arc prêt à se décocher. Moi, je restais près de la fenêtre, le cœur battant la chamade, sentant chaque battement résonner dans ma poitrine. « Madame Moreau, » annonça Bouchard d'une voix sèche, « nous avons reçu des plaintes concernant votre relation avec ce jeune homme. » Je sentis un frisson parcourir mon échine. Julien serra les poings, les mâchoires crispées. « Plainte de qui ?» demandai-je, tentant de garder une voix ferme. Le lieutenant haussa les épaules. « Des habitants du village, madame. Ils jugent votre relation inconvenante, voire scandaleuse. » Julien s'avança, le regard défiant. « Je suis ici en tant qu'ami de la famille, monsieur. Il n'y a rien d'inconvenant entre nous. » Bouchard ricana, un son dur et sans humour. « Vous êtes un homme de 28 ans, et elle une femme de 39 ans, veuve et mère d'un garçon que vous avez connu enfant. Vous comprenez que ça pose problème. » Je sentis la colère monter, brûlante et impétueuse. « Je suis libre de mes choix, » dis-je d'une voix tremblante mais décidée. « Et je n'ai à me justifier devant personne. » Le lieutenant fit un pas menaçant vers Julien. « Si ces rumeurs persistent, nous serons obligés d'intervenir. Pour le bien de la communauté. » Julien se redressa,
sa voix basse mais menaçante. Et si le bien de la communauté consiste à briser une femme qui a déjà tant souffert, alors c'est une communauté que je ne respecte pas. Un silence tendu s'installa. Puis, brusquement, un bruit sourd retentit à l'extérieur, suivi d'un hennissement paniqué. Tous les regards se tournèrent vers la fenêtre. Je m'approchai, le souffle coupé. Un cavalier venait d'entrer dans la cour, galopant à toute vitesse, sa silhouette floue sous la lumière des lanternes. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je, la voix étranglée par l'inquiétude. Le lieutenant fronça les sourcils. Une mauvaise nouvelle, sans doute. Julien passa un bras protecteur autour de moi. Prépare-toi, Émilien. Ce qui arrive va tout changer. Alors que le cavalier s'approchait, j'aperçus la bannière du village flottant sur sa selle. Et dans ses yeux, une urgence terrifiante. La tempête venait de tourner à l'orage. Et au cœur de ce tumulte, notre amour fragile allait être mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Le cavalier s'arrêta brusquement devant l'auberge, son cheval haletant sous l'effort. C'était Pierre Lambert, le fermier du hameau voisin, connu pour son sérieux et son calme habituel. Mais ce soir, son visage était déformé par la peur et l'urgence. « Lieutenant, dit-il d'une voix rauque, il y a eu un accident au bord de la rivière. Thomas. Thomas est tombé à l'eau. » Le silence tomba comme une chape de plomb. Mon cœur se contracta violemment, un cri muet coincé dans ma gorge. Julien serra mes mains dans les siennes, ses yeux cherchant les miens, pleins d'une inquiétude contenue. « Je viens avec vous » annonça-t-il, sans attendre une réponse. Je le regardai partir, ses bottes frappant le sol avec détermination, son béret perdu dans la course. Le lieutenant Bouchard ordonna à ses hommes de préparer les chevaux. Je restai là, figé, le souffle court, les souvenirs de Thomas envahissant chaque recoin de ma mémoire, ses rires, ses bêtises, ses rêves fous de devenir un jour un homme libre et courageux. Je me surprenais à murmurer son nom, comme pour conjurer le pire. « Ne t'en fais pas » murmurai-je à l'obscurité, « je viens. » La nuit s'épaississait, la lune disparaissant derrière un voile de nuages. Je pris une veste légère, mes doigts tremblants, et sortis à mon tour, décidé à suivre Julien, à affronter cette nouvelle épreuve. Sur le chemin boueux, les lampes des gendarmes dessinaient des éclats dans l'obscurité. Les villageois s'étaient rassemblés, leurs visages marqués par la peur et l'incertitude. Madame Lefebvre, le visage blême, murmurait des prières. Le curé du bois distribuait des cierges, cherchant à apaiser les âmes. Je sentis une main ferme se poser sur mon épaule. C'était Julien, le visage durci par la douleur, mais les yeux brillants d'un feu protecteur. « Émilien, reste forte. On trouvera Thomas. » Je hochai la tête, essayant de puiser dans cette force nouvelle qui naissait entre nous, dans ce lien indestructible forgé par la douleur et l'espoir. Au bord de la rivière, les eaux tourbillonnantes reflétaient la lumière des lanternes, menaçantes et froides. Les gendarmes et les villageois cherchaient, appelant le nom de Thomas dans la nuit. Soudain, un cri déchira l'air. Quelqu'un avait aperçu un mouvement sous les branches d'un saule pleureur. Julien bondit en avant, plongeant dans l'eau glacée sans hésiter. Luttant contre le courant, il réussit à attraper le corps inerte de Thomas et le ramena sur la berge. Je courus vers lui, les larmes aux yeux, priant pour un miracle. Le curé se pencha sur le garçon, murmurant des paroles apaisantes. Puis, lentement, Thomas ouvrit les yeux, faible, mais vivant. Un soupir de soulagement s'échappa de la foule, tandis que je tombais à genoux, remerciant silencieusement le ciel. Julien me regarda, essoufflé, un sourire fatigué aux lèvres. On l'a eu, Émilien. On l'a eu. Mais au fond de moi, une ombre persistait. Ce n'était pas la fin de nos tourments, mais le début d'une bataille bien plus sombre. Car dans la nuit, derrière les branches, j'avais aperçu une silhouette qui nous observait, silencieuse, menaçante, prête à tout pour briser ce que nous tentions de reconstruire. Les jours qui suivirent furent un mélange d'espoir fragile et de tension palpable. Thomas, encore faible mais en vie, reprenait peu à peu des forces sous nos soins attentifs. Mais une ombre demeurait, une menace invisible qui planait sur nous, comme un nuage noir prêt à éclater. Je me surpris à guetter le moindre bruit, à sursauter au craquement d'une branche ou au murmure du vent dans les volets. Julien, lui, restait silencieux, le regard dur, les poings souvent serrés. Il passait ses journées à réparer la clôture de l'auberge et à renforcer la porte d'entrée, comme pour se protéger d'un danger qu'il ne voulait pas nommer. Un soir, alors que le soleil déclinait sur les collines dorées de Provence,
je décidai de briser le silence qui pesait entre nous. J'enfilai une robe légère couleur pêche, dont le tissu fluide épousait mes formes avec délicatesse. Mes cheveux étaient lâchés, ondulant doucement sur mes épaules, et un bracelet fin en or scintillait à mon poignet. Julien était assis sur le seuil, les yeux perdus dans le lointain. « Julien, dis-je doucement, on ne peut pas vivre dans la peur. Il faut savoir affronter ce qui vient. » Il tourna la tête vers moi, un léger sourire amer aux lèvres. « Tu as raison. Mais ce n'est pas facile. On a déjà perdu trop. » Je m'assis à côté de lui, sentant la chaleur de son corps contre le mien. On a aussi gagné quelque chose. Un amour qui vaut la peine de se battre. Il passa une main dans mes cheveux, caressant doucement ma joue. Tu sais, Émilien, j'ai toujours pensé que tu étais inaccessible, comme une étoile lointaine. Mais maintenant, je réalise que tu es bien plus que ça, tu es mon horizon. Je sentis une larme rouler sur ma joue, que Julien essuya du bout des doigts. Et toi, tu es mon refuge. Soudain, un bruit de pas précipité éclata derrière nous. Nous nous retournâmes vivement pour voir Thomas courir vers nous, le visage blême. « Maman, murmura-t-il, quelqu'un a laissé ça dans la grange. » Julien se leva d'un bond et suivit Thomas jusqu'à la vieille grange en bois. Je le suivis, le cœur battant. Sur la porte, une inscription tracée à la hâte au charbon, « Laissez tomber, ou vous le paierez cher. » Un frisson glacé me parcourut l'échine. Julien serra les poings, les mâchoires serrées. « Ils ne savent pas à qui ils ont affaire, » souffla-t-il. « Mais ils vont apprendre. » Je le regardai, une détermination nouvelle dans les yeux. Ensemble, on est plus fort que le renne. Alors que nous nous tenions là, sous le ciel étoilé, une promesse silencieuse s'éleva entre nous, nous ne laisserions personne déchirer ce que nous avions bâti. Même si cela signifiait affronter les ténèbres qui s'étaient abattues sur Saint-Rémy. Mais au loin, dans l'ombre d'un olivier, une silhouette observait, un sourire cruel aux lèvres. Le vrai combat ne faisait que commencer. Les jours suivants furent marqués par une atmosphère lourde, presque électrique. La menace qui planait sur nous se faisait plus pressante, plus tangible. Chaque regard croisé dans le village semblait chargé d'hostilité, chaque murmure devenait un poison qui s'infiltrait dans nos veines. Pourtant, Julien et moi restions unis, prêts à défendre notre amour contre vent et marée. Une nuit, alors que le vent d'automne agitait les feuilles mortes dans les ruelles désertes, un cri perça le silence. Sortant précipitamment de la maison, nous vîmes des flammes lécher le ciel noirci près de la grange. Le feu dévorait le bois ancien, projetant des ombres dansantes sur les façades des maisons endormies. Julien attrapa un seau d'eau et se précipita vers l'incendie, tandis que je rassemblais les villageois encore éveillés. Ensemble, nous tentâmes d'éteindre les flammes, mais le mal était fait. La grange, symbole de notre lutte, était réduite en cendres. Quand enfin le feu s'éteignit, Julien s'agenouilla dans la cendre froide, le regard perdu dans les débris noirs. Je posai une main sur son épaule, sentant la douleur qui le traversait. « Ils veulent nous briser, » murmurai-je. Il releva la tête, une lueur farouche dans les yeux. Ils ne savent pas que ce qu'ils détruisent est bien plus fort que le bois et la pierre. Alors que nous rentrions, épuisés, la porte de l'auberge s'ouvrit brusquement. Une silhouette encapuchonnée se dessina dans l'ombre, tenant un petit paquet scellé. « Pour vous, » dit une voix grave. Je pris le paquet, le cœur battant. À l'intérieur, une vieille lettre jaunie, signée d'une main inconnue, révélait un secret enfoui, un lien interdit entre nos familles, une histoire cachée qui pourrait changer le cours de notre destin. Julien et moi échangions un regard chargé de questions et de promesses. Ce mystère inattendu ouvrait une nouvelle porte, un chemin incertain vers la vérité. Mais au fond de moi, une certitude brûlait. Notre combat ne faisait que commencer. Entre amour, trahison et secrets anciens, jusqu'où serions-nous prêts à aller pour sauver ce qui nous était cher? Le vent d'automne soufflait toujours sur Saint-Rémy, emportant avec lui les feuilles mortes et le début d'une nouvelle histoire.